Bonsoir. Le Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral s'est réuni depuis ce matin à Cotonou. Ses membres devront se pencher sur les plans nationaux de santé communautaire, d'aménagement du pôle sud de la ville et de développement communal. Ulrich Gaba nous en parle dans ce 19h30. Audience publique à Parakou pour présenter les intérêts du projet de construction et d'exploitation du pipeline de la frontière nigéro-béninoise à Sémépodi pour l'exploitation du pétrole brut du bloc pétrolier Agadem du Niger. L'agence béninoise de l'environnement veut apporter toutes les informations au public barakouan. Pour son adhésion, on découvre tout à l'heure l'essentiel des avantages promis au nom de ce projet. Et puis un autre docteur à l'université d'Abomey avait son nom, Juliano Rondonumbo, qui passe désormais à un autre grade et à un autre diplôme dans les études. Il a travaillé sur le Néré et ses valeurs socio-économiques et a présenté les résultats de ses travaux de recherche ce matin même devant un jury réuni pour l'occasion. Voilà, bienvenue aux Nouvelles du Bénin. La deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral s'est ouverte ce matin à Cotonou. Le préfet, le maire de Cotonou et donc ses adjoints, ainsi que les acteurs au développement du département examinent entre autres les plans nationaux de santé communautaire, d'aménagement du pôle sud de la ville et de développement communal. Regaba nous fait ici le point de la cérémonie d'ouverture des travaux présidés par le préfet Kodja. Après la première session, tenue en janvier 2020, le préfet du littoral est à nouveau face aux conseillers municipaux de Cotonou pour la deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC. Au menu de cette rencontre, la dernière de l'année en cours, les questions de développement pour faire du littoral la vitrine du Bénin. Quoi de plus opportun que de rappeler encore ce que représente cette institution qui se définit comme étant par excellence un organe participatif de réflexion et de définition de stratégies visant essentiellement au développement local durable, mission primordiale à nous assignée par l'État, avec quasiment une obligation de résultat. Et ceci s'avère d'autant plus indiscutable que le bel exemple nous est donné au plan national par nos autorités centrales, ne serait-ce qu'à travers l'exécution méthodique et sans désemparer du programme d'action du gouvernement, toute chose qui, de nos jours, rafraîchit admirablement l'image de notre cher pays de par le monde, avec la ferme conviction que je peux compter sur vous pour conduire en toute confiance le navire départemental à bon port. Cette deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination a enregistré plusieurs communications animées par d'éminentes personnalités. Au menu des échanges, la politique nationale de santé communautaire 2020-2024, le plan directeur d'aménagement du pôle sud et le plan de développement communal. Les apports, les questions et les réponses ont permis aux conseillers d'appréhender la portée des outils de développement mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon et le rôle dévolu aux responsables locaux pour accompagner la politique de développement à la base. On nous a parlé des relais communautaires et je trouve que c'est une très bonne chose parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer de maison en maison pour résoudre certains problèmes. Donc ce sont des gens à former qui feront le travail d'intermédiaire entre les élus que nous sommes et les administrés et les transmettre à qui de droit pour qu'on puisse savoir qui prendre en charge. C'est une très bonne chose. Nous avons des voies qui sont asphaltées. Nous avons quand même des infrastructures. Nous avons la modernisation de notre aéroport pour ne que citer ces projets structurants. Nous devons l'accompagner. En l'accompagnant, nous devons quand même définir un plan d'occupation, les zones de contrainte, les zones urbaines, les zones agricoles. Ça là, on doit aller très vite au niveau de la ville pour pouvoir empêcher les gens de construire dans les marécages. Et nous devons aussi avoir des plans architecturaux suivant des zones pour que cette ville soit une ville vraiment phare dans la sous-région. J'aurais souhaité aussi que notre président, le président Patrice Talon, mette donc dans son programme d'action du gouvernement un plan architectural politique, parce qu'il s'agit d'une volonté politique, pour que au moins les grandes villes du pays, du moins les villes des communes à statut particulier,
puisse avoir aussi un plan architectural pour qu'il y ait de l'esthétique. Pour la plupart des conseillers municipaux présents à cette deuxième session du CDCC, c'est un baptême de feu. Ils sont contents et fiers de se savoir au cœur de la politique de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. D'un département à un autre pour retrouver un autre le préfet, le plus tôt sur le terrain. Il s'agit de comment Cedros-Insou du Mono sur les chantiers de construction de deux stades omnisports communaux, celui de Comé et celui de Grand Popo. Et le visiteur s'est satisfait du niveau des travaux engagés dans le cadre justement du programme d'action du gouvernement. Voici le reportage de Geoffroy Messin et de Florent Dou. En tenue tel un chef de chantier, le préfet du département du Mono est ici en tournée d'inspection. Accompagné de son staff, il fait le tour des chantiers d'édification de stades omnisports entamés depuis quelques mois par le régime de la rupture et du nouveau départ pour le compte du programme d'action du gouvernement. Comme Lanzinsou a ainsi visité les deux chantiers en cours sur son territoire, à Kobe et à Grand Popo. Dans un premier temps, on a marqué un arrêt à Comé où on a visité ce qui est fait là-bas. Les travaux évoluent bien. Ils nous ont dit que ces derniers temps, ils ont été embêtés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur Comé. Ça a quelque peu ralenti les travaux. En dehors de quelques problèmes qu'ils ont évoqués, qui ont déjà trouvé des solutions. Ensuite, nous nous sommes rendus sur le chantier de Grand Popo. Là, à vrai dire, c'est rassurant. Ce que j'ai vu, c'est rassurant. Si on met les bouchées doubles, je pense qu'on peut avoir, pour ce qui concerne le stade de Grand Popo, si on met les bouchées doubles, nous pouvons réceptionner les travaux avant fin décembre. La construction des deux stades avance à grands pas et les sportifs pourront jouir de ces joyaux dans les prochains mois. Les grosses œuvres sont achevées pour la plupart sur les deux sites. Si à Grand Popo, les voies d'accès existent déjà et sont praticables, tel n'est pas encore le cas à Kobe. Par rapport à Kobe, il y a les voies d'accès au stade qu'on doit refaire. Actuellement, ces voies ne sont pas en bon état. Il faut les aménager. C'est ça là qui surtout va prendre du temps. Il faut dire que ce stade-là va drainer beaucoup de monde. Quand les jeunes se déplacent, ceux qui aiment le football vont se déplacer. Vous voyez, il y aura des activités très rapidement qui vont se développer autour de ce stade. Ça va engendrer le développement de Grand Popo et de Comé. Dans sa délégation, le préfet du Mono avait également à ses côtés le directeur départemental du sport du Mono, Ikel Anani, et celui du cadre de vie, Gabin Aklombessi. Le projet de construction et d'exploitation d'un pipeline, la frontière nigéro-béninoise à Semekpodji est une aubaine pour toutes les localités qu'il traverse, à l'instar de Parakou qui va bénéficier justement à propos de beaucoup d'infrastructures comme les routes, les salles de classe, les hôpitaux et autres. C'est ce que l'Agence béninoise de l'environnement est allée expliquer aux populations de cette ville, prise comme exemple dans ce cadre. Faut-il le rappeler, le dit projet vise l'exploitation du pétrole brut du bloc pétrolier d'Agadem du Niger et les populations ont tout intérêt à l'accepter comme l'équipe de sensibilisation l'a souligné lors d'une rencontre d'échange portant sur la question. Voici le résumé de cette séance donc dans ce reportage de René Soglo. Une audience publique pour montrer l'importance du projet de construction et d'exploitation d'un pipeline de la frontière nigéro-béninoise à Semekpodji du pétrole brut du bloc pétrolier Agadem du Niger aux populations. C'est l'objectif de cette séance informative initiée par l'Agence béninoise de l'environnement. Normalement, l'audience publique doit se faire dans toutes les communes traversées par le pipeline. Mais à cause de la situation où nous ne pouvons regrouper pas plus de 50 personnes, nous avons choisi de faire un regroupement dans deux centres, Parakou et Semekpodji,
les consultants vont nous présenter le projet en 3 phases. D'abord, nous présenter le secteur, c'est-à-dire le milieu d'études. Ensuite, les impacts. Et ensuite, les mesures prises pour que ce projet soit quand même un projet accepté par tous. Le pipeline traversera 17 communes du Bénin avec à la clé 2 stations de pompage sur le tronçon béninois à Tchaorou et à Gogoun. D'une capacité de transport de 4,5 millions de tonnes par an, soit 35 millions de barils, l'ouvrage comportera 8 stations de pompage, 6 au Niger et 2 au Bénin. D'une longueur de 2000 km, dont 675 sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et de l'Albouri. Il s'agit d'un projet qui offre de multiples avantages aux communes qui l'abritent. Il impactera, selon sa présentation, différentes localités à travers la création d'emplois. Le projet, d'un coût global de 608 milliards de francs CFA, est entièrement financé par la société WAPCO Bénin et créera environ 2500 emplois durant la phase de construction prévue pour durer 2 ans et entre 300 et 500 emplois permanents durant la phase d'exploitation. À l'instar du Niger, le Bénin bénéficiera également de la construction d'infrastructures socio-communautaires dans les localités que traversera le projet sur son territoire. C'est d'ailleurs pourquoi les autorités invitent les populations à se mobiliser pour tirer grand profit de ce projet d'envergure. Les techniciens de la zone d'intervention du programme d'appui au secteur du développement rural ont reçu hier du matériel d'appui dans leur travail. Il s'agit de matériel roulant et informatique pour réussir l'exécution de la phase 3 du programme appuyé par la coopération suisse. Voici le reportage de Nassis Alossem, présenté ici par Ouliad Sanoussi. Ce matériel à Monsieur le ministre. Ce geste symbolique a valeur de réception officielle de cet appui logistique destiné aux agents en charge de l'exécution du programme d'appui au secteur du développement rural PASDER, un don de la coopération suisse qui vise à améliorer les travaux d'exécution de la phase 3 du dit programme. Vous savez que la coopération suisse est un bailleur un peu particulier. Nous ne sommes pas un bailleur qui reste dans le bureau pour signer un chèque et attendre le rapport final. Nous sommes un bailleur qui aime bien un tout petit peu se salir les mains sur le terrain aussi, participer aussi avec de l'expertise dans la mesure de notre savoir, une vraie coopération à part égalitaire. Une coopération à part égalitaire qui offre à ces techniciens de l'agriculture ces matériels roulants et informatiques composés de 2 véhicules 4x4, 60 motos, 65 ordinateurs portatifs, des photocopieuses, imprimantes et rétroprojecteurs, le tout d'un montant d'environ 143 millions de francs CFA. Une assistance qui est faite à travers le consortium Suisse Contact, l'ARES. À ce titre, nous, membres du consortium Suisse Contact, l'ARES, réitérons nos sincères remerciements à la DDC qui, depuis 2015, nous a fait entièrement confiance et nous a encore mandaté pour la gestion stratégique de la phase 3 du PASDER. Engagement au nom de mes pairs de faire un bon usage du précieux matériel que vous mettez à notre disposition et d'améliorer
les performances au cours de la phase du PASDER qui commence. Au-delà de la phrase qui dit « nous allons faire bon usage », il est de votre devoir, si vous vous aimez vous-même, pour sortir de la précarité, de la pauvreté, d'utiliser ces moyens, aussi modestes soient-ils, pour changer votre vie et contribuer à révéler le Bénin. Sur le terrain, les signaux sont au vert avec des résultats satisfaisants enregistrés à l'issue de la mise en œuvre des 2 premières phases, ce qui a contribué à l'extension spatiale du PASDER à partir de 2020 pour sa 3e phase. Désormais, la zone d'intervention passe de 12 à 27 communes des départements du Borgou, de la Libori, de l'Atakora et de la Donga. Juliano Rondonungbo, depuis ce matin, docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Il a proposé aux membres du jury qui ont accepté de l'accueillir dans la famille des docteurs un travail complet sur le Néré et ses valeurs socio-économiques. Wahaba Likbara a assisté à la présentation des résultats de ses recherches. Voici son compte rendu. Il se réclame scientifique et le jury international qui a suivi son développement sur toutes ses facettes l'a jugé comme tel. Du Togo au Cameroun, en revenant au Bénin, le jury, présidé par le professeur Brice Saint-Saint, a salué la thèse de Juliano Rondonungbo, désormais admis au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi dans l'option aménagement et gestion des ressources naturelles. Ce qu'on lui demande, c'est sa capacité à utiliser la science pour raisonner, voyez, ce produit d'intérêt, j'allais dire largement sous-régional, pourquoi pas international. Il l'a fait avec brio, et avant que nous n'acceptions le travail, il a d'abord fallu, selon les règles de notre école doctorale, qu'il sorte ce qu'on peut appeler des manuscrits de chapitres de ce travail qu'il doit publier dans une revue à la faculté des sciences agronomiques. La tradition est beaucoup plus portée vers l'anglais. Nous sommes plus ou moins bilingues dans les écrits. Ce qu'il a fait, sa thèse est entièrement en anglais. Il a soumis ses publications qui ont été acceptées à l'international, ce qui complète les 6 membres du jury qui ont évalué ce travail. C'est le Néré qui est mis sur le tapis ici à travers ses vertus et sa présence quasi permanente dans nos assiettes, mais avec un accent particulier sur sa valeur socio-économique et la technique de sa survie. L'impétrant a utilisé le langage scientifique pour démontrer la pertinence de ses analyses et son directeur de thèse, l'honorable Barthélemy Kassa, dans la toge de docteur et maître de conférence de l'université d'Abomey-Calavi, explique les paramètres indispensables à la conservation de cette espèce, notamment le néré. Le néré, vous savez très bien ce que cela représente dans vos assiettes, ce que cela représente dans l'économie nationale. Cette pression, est-ce qu'on pense à comment est-ce que le néré va être exploité de façon durable? Est-ce qu'on pense à sa conservation, à sa durabilité dans le temps? C'est pour ça qu'il faut déterminer certains paramètres écologiques, certains paramètres biologiques qui sont en faveur de la sélection de l'espèce, qui sont en faveur des caractères qui sont recherchés par les populations et voir comment est-ce que ces caractères ne vont pas disparaître dans le temps, notamment en préservant, en voyant dans quelle zone agroécologique, dans quelle phytochorie on pourrait mieux faire la conservation pour avoir toujours un réservoir de semenciers. C'est ce que le candidat a présenté. Ce travail a principalement porté sur cette espèce parce que le néré aujourd'hui est considéré comme une espèce de valeur qui est fortement exploitée par les populations locales parce que l'espèce en elle-même fournit d'importantes ressources. Comme ce que disait mon directeur de thèse tout à l'heure, c'est-à-dire la finalité c'est d'arriver quand même à faire asseoir les stratégies pour une conservation durable de l'espèce. Parce que, effectivement, si je me réfère au constat habituel fait, plus précisément sur le plateau d'Abomey, c'est que à partir de cette latitude à l'échelle nationale, c'est que c'est plus possible de retrouver
de peuplement relativement installé pour l'espèce, parce que la plupart des pieds de l'espèce sont quasiment déjà abattus par les populations à cause des pratiques de l'agriculture extensive. La thèse de Juliano Ndonugbo lui a coûté visiblement 5 années de recherche sur le terrain. Le désormais nouveau docteur a déjà à son actif 2 publications scientifiques et il promet prendre en compte les différentes observations du jury pour améliorer la qualité de son travail. Des vertus d'une plante. Parlons maintenant de la beauté d'une femme, de la femme ronde, si vous voulez. Ce sont les ateliers KDA qui nous présentent. C'est en fait un espace d'échange et de rencontre dédié à la mise en valeur de la femme ronde pour la dépêtrer de ses complexes. Une idée de l'agence de communication et d'événementiel KDA Pro, dont les activités et les visions ont été présentées lundi au public. Le reportage. L'espace de rencontre et d'échange dédié à la femme ronde est une initiative de KDA Pro, entendez Kaïssa Dominique Ataï. Installé au Togo depuis 2009, KDA développe au sein de son agence des ateliers travaillant sur l'art de vie en qualité de consultante en communication. Je suis moi-même une femme ronde et j'ai toujours su quels sont les problèmes que les femmes rondes ont. Alors c'est souvent des problèmes d'identification, on les identifie comme étant des femmes paresseuses, comme étant des femmes grosses, comme étant des femmes pas forcément jolies, quoique en Afrique, nous disons souvent que les femmes rondes ont du charme. La confiance en soi, comment amener la femme ronde à être fière d'elle et à se surpasser en donnant le meilleur d'elle-même, ne pas se fier au regard des autres, c'est autour de cette thématique que les échanges se sont déroulés ce lundi à Cotonou. Le regard des autres est quelque chose de très pesant parce que ça vous ramène à votre réalité. KDA Pro entend travailler pour l'élargissement de ces domaines d'intervention que sont l'art, la confiance et l'estime de soi. Son objectif premier est donc d'aider les femmes en surpoids à s'assumer et à mieux vivre avec leur corps tout en développant une hygiène de vie. Nous parlons de la confiance en soi, nous parlons de l'estime de soi, nous parlons de la recherche de l'excellence, nous parlons des valeurs, nous parlons de la force de l'engagement, nous parlons même de comment mettre en avant son business. C'est beaucoup de thèmes qui concernent la femme, pas seulement ronde, mais précisément pour la femme ronde, il s'agit de comment s'habiller, ne pas mettre ce qui est pas forcément conforme à notre morphologie, parce qu'il faut savoir une chose, il faut faire une différence entre assumer sa rondeur et savoir s'habiller. Kaïssa Dominique Ataï a à son actif plusieurs initiatives de valorisation de la gente féminine sur tous les plans. La prochaine fois, ce sera certainement dans un mois, nous reviendrons à Cotonou pour un autre atelier et nous espérons organiser 2 ou 3 ateliers successivement et vous allez voir, ça changera vos vies. Voilà, pour ceux qui ont envie en tout cas de mettre en valeur donc la beauté féminine ronde. Une question pour vous maintenant, genre curiosité. Savez-vous qu'il est possible de se remettre de sa fracture, quel que soit l'os, et ceci au bout de 2 mois au maximum? Eh bien oui, la magie de la médecine traditionnelle qui tient un respect sur ce coup-là, celle dite moderne et qui demande sur ces cas des soins d'environ 6 mois. Si vous n'y croyez pas, venez avec moi à Parakou. Il y a là-bas un centre de traitement des fractures, des déboîtements et des entorses qui ne désemplit pas à cause justement du doigté du maître des lieux profondément frappé par une maîtrise de sa science. Il ne parle que son bâtonneau d'origine et reste dévoué aux soins des os. Voici une visite guidée dans le dit centre avec Lukman Oucheou, justement dans ce reportage. Alphonse se tient debout à l'aide des béquilles en bois qui lui servent de support dans ses déplacements. Mais quelques semaines en arrière, cette position lui était presque impossible. Victime d'un accident de circulation, cet homme, la quarantaine environ, a eu une fracture au fémur gauche. J'ai fait l'accident et mon cul s'est cassé. C'est de là que je suis venu ici. Mais j'ai trouvé la satisfaction. Je suis en train de marcher. C'est donc une amélioration sanitaire pour lui au bout d'environ 2 mois de traitement. Un traitement traditionnel dont seul le maître praticien a le secret de la composition du produit utilisé. Comme lui, plusieurs autres personnes victimes de fractures, déboîtements ou entorses. Et c'est lui,
Akpaki Mourou, un quinquagénaire spécialisé dans le domaine de traitement traditionnel des fractures par héritage. Ce travail qu'il est en train de faire, il a hérité ça. Il a hérité le travail qu'il est en train de faire là. Ce n'est pas venu de lui-même, c'est ses grands-parents qui faisaient ça. Pour ça, son domicile est érigé en centre de traitement où affluent des centaines de personnes chaque année en provenance de divers horizons. Vous avez quitté où? J'ai quitté à Cotonou. Ah bon? Oui. Comment de Cotonou tout Parakou? C'est mon oncle qui a dit que j'ai fait l'accident là. Il est venu là-bas pour me voir. Il dit que ça devenait au Parakou. C'est lui qui m'a amené ici. Je ne sais pas si je vais être debout pour au moins appuyer le pied comme ça. Ce que moi je vois là, c'est le Dieu qui l'a donné seulement. C'est le travail de Dieu. Des témoignages d'autres patients révèlent que l'écho d'Imoro Akpaki se répand un peu partout, ce qui a d'ailleurs permis à Sani Machoudou qui, lui, après le tour de quelques centres de santé suite à une fracture de sa clavicule droite, dans un accident de circulation, a opté pour des soins traditionnels. J'étais d'abord allé à l'hôpital, mais avant d'aller, quelqu'un m'a parlé du vieux, qui a un vieux à Parakou, plus précisément au quartier Borarou. Et les gens m'ont donné des preuves. C'est comme ça que j'ai choisi de venir ici pour me faire traiter. Vous êtes venu, ça fait combien de temps? Je suis en train de faire pratiquement 36 jours aujourd'hui. Est-ce que vous avez satisfaction? J'ai eu une très grande satisfaction puisque les premiers jours, disons les 3 premiers jours, sincèrement, même pour me coucher, c'est difficile. Il faut des gens qui doivent me tenir derrière. Pour me lever aussi, c'est un problème. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'arrive au moins à marcher le bras valant. Du Nigeria, les gens viennent, on va dire de l'extérieur, des hôpitaux. Les gens viennent ici, ils sont fatigués des traitements de là-bas, ils viennent ici et ils trouvent guérison. Les gens quittent Tangueta et maintenant, ceux de la ville Parakou aussi viennent et des environs. L'ayant hérité de ses parents, Akpaki Imoro compte léguer sa connaissance et méthode de soins ancestrales et traditionnelles à ses progénitures. L'ethnomédecin implique déjà ses enfants, quel que soit leur niveau intellectuel, dans le seul but de perpétuer l'héritage de ses pères. Il dit que, comme il l'avait dit tantôt, c'est de l'héritage et que ce n'est pas lui qui le fait, c'est Dieu. Mais il a ses propres enfants qui sont avec lui ici. Bien vrai qu'ils sont des élèves, ils sont des apprentis, mécaniciens et autres. Il arrive à leur expliquer de la manière que lui aussi il est en train de faire ce travail-là. Parce que ses aïeux, ses grands-parents, ses papas ont fait ça. Ce sont eux qui l'ont montré comment il faut le faire. À lui maintenant aussi de remettre cette même compétence-là aux enfants. Il a développé une collaboration avec les acteurs de la médecine moderne pour des analyses, notamment la radiographie, en cas de doute. Si quelqu'un veut dire que c'est la fracture, que lui aussi n'est pas sûr de cette fracture, il leur dit d'abord d'aller à l'hôpital, se consulter, se voir à la radio si effectivement c'est la fracture. Alors, si on confirme que c'est la fracture, il dit alors au patient de venir là, il continue son travail. Dans ce registre, sur 3 années successives, on dénombre un peu plus de 1000 patients traités chaque année. Si en 2019, 1011 personnes ont été enregistrées, pour 2020 en cours, le nombre de patients est déjà à plus de 600. D'aucuns se déplacent et d'autres sont hébergés dans ce domicile au 1er arrondissement de la cité d'Akoburu. En pleine ville, des valeurs royalement ignorées. L'homme noir n'est certainement toujours pas entré dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. On aura à évoquer en dehors de ce sujet de reportage que vous venez de suivre sur le progrès de la science. Battons-nous dans le domaine de la médecine qui soigne et soude les os en 2 mois tout au plus. Nous avons bien parlé des activités de 2 préfets, celui du littoral qui échangeait depuis ce matin avec l'équipe communale de Cotonou pour la 2e session départementale de concertation et celui du Mono qui est allé se rendre compte du niveau d'avancement des travaux de construction des stades omnisports et communaux de commun et de grand propos. Tout avance, en tout cas normalement bien, sur les 2 tableaux.
Les populations de Parakou ont aussi appris sur les avantages liés à l'installation du pipeline pour transporter le pétrole brut. Il y a des écoles, des routes, des hôpitaux et autres infrastructures de développement qui attendent les populations, dont les localités seront traversées par le 10 projets. On en a parlé pendant ce rendez-vous de l'information. Voilà, c'est donc définitivement fini pour cette session de l'information. Merci d'avoir été là, ce fut un bonheur pour moi. Bonne soirée.